préfère m'asseoir, c'est plus convivial. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir proposé de donner mon point de vue à la fin de votre journée sur le numérique. Je suis très heureux que vous l'ayez fait. Je félicite Geoffroy d'avoir provoqué cette réunion, même si elle me semblait à moi, comme à beaucoup d'entre vous, complètement surréaliste. C'est un petit peu comme si, en 1950, on avait réuni au CNPF de l'époque les chefs d'entreprise pour savoir s'il fallait avoir le téléphone. Et si le téléphone n'était utile qu'aux entreprises qui fabriquent des téléphones. Tous ceux qui pensent que le numérique est un secteur à part pensent exactement de la même façon que le numérique concerne que ceux qui s'intéressent au numérique et qu'il n'est pas la peine d'en avoir puisque le secteur est fait pour ça. Aussi idiot que de penser qu'il ne faut pas avoir le téléphone. Ce n'est pas un secteur en soi, c'est un outil de travail, vous le savez. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que le numérique n'est absolument pas une chose nouvelle. Bon, la première fois où j'ai entendu parler d'Internet et où je l'ai vu fonctionner, c'est en 1988, je répète bien 1988, à Stanford. D'ailleurs, quand on a conçu le projet de grande bibliothèque à Paris, qu'on a annoncé en 1988, c'est avec l'idée d'Internet, qui ne s'appelait pas encore comme ça, mais qui existait. Et son existence est devenue une banalité dans les années 90. Donc ne parlons pas du numérique comme une technologie nouvelle, ce n'est pas vrai du tout. C'est une technologie mûre, qui continue d'avancer très vite parce que la loi de Moore continue à s'appliquer et qui aujourd'hui est en train de gagner tous les terrains, tous les domaines. Et de gagner d'une façon, on peut être pour, on peut être contre, mais ça ne sert à rien d'être pour ou contre, c'est là. Quand on était fabricant de diligence, on pouvait être contre l'industrie automobile. Pas de chance, c'est la voiture qui a gagné. Et quand on était fabricant je sais pas, de tout ce qu'on voudra, qui a été dépassé par la technologie, c'est comme ça. Bon. Donc la question, c'est pas de savoir s'il faut le prendre ou le refuser, c'est pourquoi on est aussi en retard pour l'avoir pris et comment on peut être devant. Et je pense que d'abord, il faut évidemment comprendre que c'est une formidable menace et une extraordinaire opportunité. C'est une formidable menace parce que tous ceux qui ne seront pas numérisés à l'extrême et numérisés dans le cloud, dans les 5 ans qui viennent, seront morts. Et numérisés dans le cloud, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord se débarrasser des vieux logiciels qu'on avait chez soi et de sortir du COBOL, du Fortran, du Pascal et tous ces trucs-là, et de passer au cloud, et à ce qui viendra après le cloud, mais ça, c'est maintenant que ça doit être fait. Ce qui veut dire d'ailleurs, en sociologie d'organisation, certainement aussi de ne pas dépendre trop de ces informaticiens internes, qui sont, malgré l'immense qualité qu'ils ont, souvent un obstacle au changement, parce qu'ils ont développé des technologies propriétaires, ils n'ont pas envie de changer, et donc ils bloquent les mutations. Je dis ça en sachant que je suis peut-être un lapin invité à un déjeuner de chasseurs, parce qu'il y a peut-être beaucoup de DSI dans la salle, mais je le pense profondément. Je crois qu'il est très important d'être agile et d'être capable de prendre au plus vite toutes les technologies qui vont venir. Parce ça va aller à une vitesse folle. La loi de Moore, je me souviens très bien avoir rencontré le patron d'Intel il y a 20 ans et celui qui a fondé Intel et je lui ai dit, mais la loi de Moore, c'est fini. Il m'a dit, non, la loi de Moore, il y en a pour 50 ans. Et quand il m'a dit plus exactement, nous avons pour 50 ans de loi de Moore sur nos étagères. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, c'est fini, c'est pas la peine de penser que cette technologie est mûre. Elle n'est pas mûre du tout. Donc évidemment, c'est partout. C'est partout, et c'est une menace à tous les emplois, c'est une menace à tous les business models, c'est une menace à tous les services qui sont rendus. Évidemment, je peux prendre un exemple parmi 1000 autres, mais l'industrie automobile va être totalement balayée par le numérique. Mais complètement, dans 20 ans, elle n'existera plus du tout de la même façon. Parce que dans 20 ans, à cause du numérique, les voitures sont autoguidées, et pas seulement sur quelques routes américaines, mais un peu partout. Si elles sont autoguidées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une formidable libération du temps qui fait qu'au lieu de perdre son temps à conduire, qui est une extraordinaire perte de temps, puisqu'on ne peut rien faire d'autre en principe que ça, donc on pourra se distraire, apprendre, faire des réunions dans sa voiture. Bon, gain de temps énorme, première chose. Deuxièmement, à cause de ce qui est en train de se passer, même avant la voiture guidée et parallèlement avec l'économie collaborative, pourquoi est-ce qu'on aurait une voiture? Pourquoi est-ce que vous avez des voitures qui vous attendent dehors et qui ne servent à rien?
Alors que ces voitures, pendant qu'elles vous attendent et servent à rien, pourraient servir à quelqu'un d'autre, qui n'aurait même pas besoin de posséder une voiture. Plus personne n'aura besoin de posséder une voiture, puisque l'économie qui est en train d'apparaître, c'est une économie de l'usage, et pas de la propriété. Et ça fait 25 ans que moi, comme d'autres, on le dit, on rentre dans l'économie de l'usage et plus de la propriété. Ce qui a un inconvénient majeur, c'est qu'on n'aura plus besoin d'avoir autant d'automobiles, puisque plus personne n'aura une automobile à titre personnel. Mais ce qui sera une fantastique libération de pouvoir d'achat. On a calculé récemment que ça voulait dire 1000 milliards de pouvoir d'achat libérés pour acheter tout à fait autre chose. Et pas seulement, comme on le croit, les métiers liés au numérique, pas du tout. Ça libère du temps. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne bien. D'abord, il faut faire du numérique parce que le numérique va être la condition de survie. Et l'industrie automobile, si elle ne va pas dans cette direction de faire des voitures autoguidées, qui ne seront d'ailleurs peut-être pas faites par les entreprises automobiles, seront peut-être faites par d'autres, en particulier par les fournisseurs de matériel. On ne sait pas qui va être le vainqueur, comme on ne sait pas entre la banque et les télécoms qui va l'emporter. Enfin, les business models vont changer beaucoup. Donc il y aura d'autres véhicules. Mais en fait, qu'est-ce qui est derrière? Là, c'est que d'une part, l'usage qu'on pourra faire des automobiles sera beaucoup plus efficace, et d'autre part, ça dégage du temps à tout le monde pour faire autre chose. Donc le maître mot du changement, là, c'est le temps. Et si vous avez un seul mot que je voudrais que vous reteniez de ce que je me permets de vous dire, c'est que le critère de décision dans l'action, ça doit être gagner du temps. Ou plus exactement, libérer du temps. Libérer du temps qui sont utilisés aujourd'hui pour des tâches idiotes, aliénantes, ennuyeuses, qui doit être libéré soit pour faire autre chose comme travail, soit pour ne pas travailler et utiliser le pouvoir d'achat ainsi dégagé pour devenir consommateur d'autres produits qui seront tout à fait ailleurs. Et la dynamique de notre société, c'est d'hyper-industrialiser des services pour créer les conditions de dégager du pouvoir d'achat pour créer d'autres services. C'est comme ça que la société avance. Elle industrialise des services et ensuite elle transforme le temps libéré et le profit dégagé pour créer de nouveaux services. Les nombres de services qu'on a industrialisés au cours de l'histoire sont considérables. On a industrialisé le compteur, la laveuse dans le marché, le cocher de diligence. Tout ça a été automatisé. Ça va continuer. On va automatiser un grand... C'est pour ça que nous ne sommes pas dans une société post-industrielle. Nous entrons dans une société hyper-industrielle. Et le numérique est l'accoucheur de cela. Et ça va aller dans beaucoup de dimensions. D'abord, les dimensions proprement numériques, qui sont tout ce qui est en train de venir et qui est à des années-lumière de ce que beaucoup d'entre vous peuvent croire qu'est le numérique. Le cloud computing, qui va permettre l'économie collaborative dont je viens de parler. Le web processing, qui va permettre d'avoir accès à des données à une vitesse beaucoup plus grande. Le web sémantique, qui va permettre de poser des questions intelligentes. Et le web sémantique, ce n'est pas du tout anecdotique. Le web sémantique, c'est je peux poser des questions intelligentes, donc je peux entretenir un dialogue avec la machine, donc le métier d'avocat, de médecin, de consultant, d'ingénieur est totalement bouleversé. Les grandes entreprises vont être balayées, les gens vont être de plus en plus des consultants indépendants qui se regrouperont pour des activités. Ça, c'est une première dimension de ce qui est en train d'arriver. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est là. Si vous ajoutez l'imprimante 3D, qui est en train de bouleverser les techniques de fabrication, qui transforme, il faut prendre le modèle de la pharmacie avec les génériques, c'est ça qui est en train d'arriver, ça c'est là. Ça c'est la première vague liée au numérique. La deuxième, et dans cette première vague, il y a évidemment l'économie collaborative dont je parlais à propos de l'industrie automobile, où de plus en plus, on va passer de l'usage, de la propriété à l'usage. Mais aussi, grâce au numérique, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être faites. Par exemple, pourquoi est-ce que seulement 10% des entreprises françaises, dit-on, sont exportatrices? Est-ce qu'il n'est pas absurde que les entreprises françaises qui produisent des produits français formidables au fin fond de la Lozère ou de la banlieue de Lyon n'aient pas leur site internet en tant que boutique sur Baidu ou sur un site chinois, qui d'ailleurs, je vous le signale, l'a offert aux entreprises françaises. Ils sont venus en France pour le dire. Venez, mettez votre site de vente, petite boutique. Presque personne ne l'a fait. C'est absurde. Aucune entreprise française ne peut dire que son marché n'est pas mondial. Et réciproquement, aucune entreprise française ne peut penser qu'elle n'a pas 1000 concurrents mondiaux sur son territoire, même si elle ne vend que dans son village.
Parce que le monde, il est unique dans tous les sens, à la fois comme vendeur et comme acheteur. Donc, il faut regarder et il faut savoir que nous sommes à la fois là où nous sommes et nous sommes partout. Et vous devez, toutes les entreprises françaises devraient avoir... Je ne comprends pas pourquoi 100 000 entreprises françaises n'ont pas un site personnel sur Baidu. Alors qu'ils l'ont proposé. De même, sur l'équivalent brésilien, qui d'ailleurs, sans faire de publicité particulière, appartient à une entreprise française, etc., etc. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui va arriver avec la génomique, tant dans le domaine agricole, végétal, animal et en matière de santé, qui lui, alors là, est un bouleversement gigantesque. Il y a un peu trop de bulles là-dessus pour le moment. On croit trop que ça va être extraordinaire très vite. Ça va être extraordinaire, mais peut-être moins vite qu'on croit. Mais toute l'industrie de la santé, toute l'industrie des prothèses médicales, tout ça est en train d'être transformé à grande vitesse. Et il y a un immense secteur industriel qui s'ouvre, où nous sommes formidablement bien placés, puisque nous avons la plus grande école, une des plus grandes écoles de mathématiciens au monde, au point que, vous voyez, les grandes entreprises mondiales se précipiter chez nous pour installer leur centre de recherche. En attendant qu'ils nous piquent nos cerveaux, ce qui ne saurait tarder si on n'y prend pas garde. Donc, garder nos cerveaux, les envoyer ailleurs, mais dans notre propre logique. Et comme il vaut mieux être chercheur en Provence ou ailleurs en France qu'à Bangalore, on a toutes les chances d'installer les grands laboratoires mondiaux d'intelligence artificielle qui sont liés à ce dont je viens de parler en France. On a toutes les chances, on doit réussir cela. On a les meilleurs mathématiciens possibles et on a toute la filière possible. En matière médicale, on est, c'est bien connu, parmi les meilleurs en termes d'espérance de vie, notre système de santé. On a une industrie malheureusement pas assez forte en matière de matériel médical, et ça, c'est un secteur absolument majeur, le matériel médical. Autre secteur absolument majeur qui va apparaître là, c'est toute l'industrie de l'éducation. Il y a un immense secteur qui est en train d'apparaître au confluent de l'éducation et de la distraction. Le marché public et privé de l'éducation est énorme, et aujourd'hui, on voit que c'est un secteur d'une croissance considérable, et pas seulement en anglais, aussi en français. Autres secteurs qui viennent après, c'est tout ce qui concerne les nanotechnologies, qui vont transformer l'industrie du BTP, l'industrie de la chimie, malheureusement aussi l'industrie de l'armement, parce que ça permet de faire des armes très particulières. Mais là, les nanotechnologies, et là, on est remarquable. Minatech à Grenoble est un des premiers centres mondiaux de nanotechnologie appliquée aux sciences du vivant. Donc il y a, faut pas croire qu'on est perdant. Et puis au-delà, il y a les neurosciences où aussi on est très bon, et le lien entre neurosciences et sciences du numérique va être la clé de gestion de la santé d'après-demain et technique de découverte. Tout ça, c'est très possible. Il y a deux lacunes françaises importantes, parmi d'autres, qui nous empêchent d'avancer, mais qui ne doivent pas être considérées comme des prétextes pour ne pas faire. La première lacune, c'est, me semble-t-il, c'est dans les techniques de financement. Il nous manque des maillons dans la chaîne de financement ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire qu'il y a des business angels, il y a des fonds loin, mais le deuxième tour, il n'y a pas assez, en particulier. Il y a vraiment une lacune qui tient à des tas de traditions culturelles, mais aussi aux questions législatives. Et s'il y avait quelque chose sur lequel il faut faire un lobby, c'est ça. C'est-à-dire la création d'instruments financiers pour permettre à des PME innovantes de devenir des ETI où on doit y arriver. Et comme on a d'excellents instruments comme le crédit impôt recherche ou d'autres, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est une première lacune. La deuxième lacune qui est plus importante, aussi importante, mais plus difficile à vaincre, c'est la lacune européenne. Si les Américains réussissent si bien à faire des entreprises du numérique de taille mondiale immédiatement, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont l'esprit d'entreprise, la Silicon Valley, tout ça. S'ils ont tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont un marché de 400 millions d'habitants. Nous avons, et Geoffroy sait bien ça dans son métier antérieur, nous avons 27 marchés. Et on n'arrive pas à avoir un marché. La grande bataille aujourd'hui, c'est l'harmonisation du numérique en Europe. Si on arrivait à avoir une réglementation unique et pas 27 réglementations, on aurait un marché unique et il y aurait un potentiel de développement beaucoup plus grand. Que nous avons aussi par ailleurs, nous Français, sur un autre marché, qui est le marché de la francophonie. N'oublions pas qu'on a 230 millions de francophones et que si on conduit bien nos affaires, on en aura 700 millions dans 30 ans, donc il y a un marché potentiel considérable, mais qui peut aussi jouer contre nous, parce que le numérique permet aujourd'hui de faire à bas coût
des radios, des télés, des entreprises dans les langues locales, qui peut détruire le français si on ne sait pas le faire, comme d'ailleurs l'imprimerie a détruit l'usage du latin au XVIe siècle, même si on avait cru que l'imprimerie allait généraliser l'usage du latin, elle l'a détruit parce que la miniaturisation a permis d'utiliser la langue locale. Donc nous sommes vraiment à une croisée des chemins. Le numérique, c'est une banalité. Il faut maintenant regarder devant et penser qu'à une seule chose, quel service ça va rendre, quel service je vais rendre dans mon entreprise, en quoi je vais améliorer l'entreprise comme ça. Et surtout, au bout de la route, quel service nouveau je vais rendre aux consommateurs grâce au numérique. Si vous pensez service, alors vous verrez que le numérique est un formidable terrain d'aventure. Je vous remercie.